Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, je suis heureux, en cette veille du 56e anniversaire de la République, de dire qu'il sera désormais ajouté dans les statistiques économiques du Niger, aux côtés notamment des infrastructures routières et énergétiques, une ligne relative au réseau ferroviaire. Notre pays est, on s'en souvient, le seul de notre sous-région à n'en avoir pas hérité au moment de son indépendance. Un des facteurs de la première révolution industrielle, celle des machines textiles, de la sidérurgie au coq et de la machine à vapeur, le chemin de fer développé en Europe entre 1830 et 1840 permet à lui seul de mesurer l'ampleur de notre retard par rapport aux sociétés développées. Presque 2 siècles. Je me suis engagé à combler ce retard et je me réjouis de ce que, en dépit des difficultés rencontrées, l'engagement de notre partenaire stratégique en vue de la réalisation de la boucle ferroviaire, j'ai nommé l'entreprise Bolloré, ne faiblit pas. Je le félicite et l'encourage. Certes, j'ai souhaité que la ligne ferroviaire Niamey-Dosso soit inaugurée le 18 décembre, mais après avoir attendu l'arrivée du train pendant 80 ans, nous pouvons avoir la patience de l'attendre encore quelques mois de plus. Oui, le train nous donne la mesure du retard enregistré dans nos efforts de développement, mais malheureusement, ce retard n'est rien à côté de celui que nous enregistrons dans d'autres secteurs. Il est plus prononcé si on tient compte des progrès réalisés par l'humanité suite à la deuxième révolution industrielle, celle du pétrole et de l'électricité, puis celle de la troisième révolution industrielle en cours, la révolution des nouvelles technologies de l'information, notamment Internet. En effet, des drones et des satellites tournent au-dessus de nos têtes, pendant que nos paysans travaillent péniblement la terre, à la houe et à la hilaire. L'homme a fait ses premiers pas sur la Lune depuis une cinquantaine d'années, alors qu'aujourd'hui encore, certains de nos concitoyens n'ont pas accès à l'alimentation, à l'eau potable, à l'assainissement, aux soins de santé. Des sondes porteuses d'un message symbolique de l'humanité, lancées depuis une quarantaine d'années, sont aujourd'hui au-delà du système solaire, dans l'espace interstellaire, alors que le taux d'alphabétisation dans notre pays est à peine de 30%. Mes chers concitoyens, le 31 décembre et le 7 avril prochain, à l'occasion respectivement des vœux du Nouvel An et du 4e anniversaire de mon accession à la magistrature suprême, je ferai respectivement, plaise à Dieu, le bilan chiffré de l'année 2014 et celui de 4 années de mise en œuvre du programme de Renaissance. À ces occasions, je reviendrai dans les détails sur les grandes priorités du programme de Renaissance, c'est-à-dire sur les questions institutionnelles et sécuritaires, sur les infrastructures, sur l'initiative 3N, sur le secteur de l'éducation, de la culture, de la santé, de l'eau, de l'assainissement et de l'emploi. De ces bilans, je peux d'ores et déjà l'affirmer, il apparaîtra qu'il y a un secteur où les efforts du gouvernement doivent se concentrer davantage si nous voulons avancer plus rapidement sur la voie du progrès et réduire le fossé abyssal qui nous sépare des pays développés. Il s'agit du secteur culturel. En effet, les différentes révolutions industrielles que le monde a connues jusqu'ici sont nées d'évolutions culturelles et institutionnelles qui les ont portées. Le comportement des hommes et leurs valeurs culturelles ont été le moteur de ces révolutions. Or, si sur le plan institutionnel des progrès notables ont été enregistrés avec la vitalité démocratique que connaît notre pays, sur le plan culturel,
Par contre, celui-ci s'enfonce dans une situation d'arriération prononcée, comme l'illustre le recul de l'éthique du travail, notamment dans la fonction publique, le développement d'une mentalité d'assisté, notre rapport avec le temps, notre comportement par rapport au bien public, aux questions démographiques et à l'école, particulièrement s'agissant de la scolarisation des filles. Pour surmonter ces obstacles, il faut sans tarder créer les conditions d'une profonde rupture et d'une renaissance culturelle qui passe par une révision de certaines de nos valeurs sociales. Mes chers concitoyens, la mentalité dominante dans notre pays est celle d'une société d'autoconsommation, d'une société de subsistance. Cette mentalité ne correspond pas au stade de développement auquel nous souhaitons hisser notre pays, celui d'une économie marchande en voie de développement, celui d'un pays à revenus intermédiaires, voire d'une économie émergente. Cela se voit dans notre rapport à l'assistanat et à la solidarité, qu'il soit le fait de la cellule familiale ou de l'État. Ainsi, alors que dans les économies développées, l'assistanat, notamment la charité, est vécu comme une humiliation par le bénéficiaire, dans notre société, il est considéré comme un dû. Ainsi en est-il de la solidarité. Preuve du visage humain, hérité des sociétés traditionnelles, elle devient un frein au progrès si elle est perçue comme une rente viagère qui dispense de vivre à la sueur de son front. Cela se voit également dans notre rapport au travail. C'est bien connu. Dans les sociétés développées, le travail est perçu comme une des conditions de la liberté. Il y est perçu non seulement comme un droit, mais surtout comme un devoir, comme une voie de salut dans ces sociétés. C'est par le travail que l'homme s'accomplit, s'ennoblit, assure sa dignité et devient responsable. C'est pourquoi, quand on a la chance d'y avoir un emploi, on fait tout pour mériter de le conserver, et quand on n'en a pas, on fait tout pour en trouver. Par contre, dans notre société, on constate un comportement inverse. Complaisance dans l'oisiveté, d'un côté. Absentéisme, manque de conscience professionnelle de l'autre. Ainsi, beaucoup de nos compatriotes sans emploi ne se considèrent pas comme des chômeurs et vivent comme si leur situation est normale, car la notion de chômage n'existe pas dans les sociétés de subsistance. Il revient au gouvernement de poursuivre et de renforcer les actions déjà engagées afin de créer les conditions d'une rupture totale d'avec les comportements propres aux sociétés d'autoconsommation. Le gouvernement doit amener nos compatriotes à tourner le dos à l'assistanat, à la charité et au parasitisme. Il doit créer les conditions d'une rupture d'avec la mentalité d'assister sous toutes ses formes. Il doit continuer à insuffler à nos compatriotes une volonté de combattre l'oisiveté. Il doit leur insuffler l'amour du travail bien fait. C'est par le travail que les sociétés occidentales se sont développées. Ce n'est que par le travail que notre pays atteindra les objectifs du programme de renaissance. D'ailleurs, n'est-ce pas au travail que nous invite notre prophète, paix et salut sur lui, quand, après avoir questionné quelqu'un qui lui demandait de l'argent en aumône, il lui ordonna de vendre la couverture et le récipient à boire qu'il possède, de nourrir sa famille avec une partie du produit de la vente et d'acheter une hache avec la partie restante pour couper et vendre du bois afin de disposer d'un revenu régulier, tout en insistant sur le fait que, je cite, « cela est beaucoup mieux que la mendicité qui va être une marque
sur ton visage le jour de la résurrection. Fin de citation. Chaque fois qu'un serviteur ouvre une porte de mendicité, Dieu lui ouvre une porte de pauvreté. Parmi les péchés, il en est qui ne peuvent être expiés que par le travail. La main haute est mieux que la main basse. La main haute est celle qui donne. La main basse est celle qui reçoit, disait le prophète, qui a toujours conseillé aux hommes capables de travailler de ne pas mendier, afin de préserver leur honneur et leur dignité. Le travail, c'est la rédemption. Le travail, le devoir de travailler vient juste après celui de la prière, car il est dit dans le Coran, je cite, « Lorsque la prière est achevée, dispersez-vous sur terre, recherchez la grâce d'Allah. » Fin de citation. C'est-à-dire rechercher les moyens de subvenir à vos besoins. C'est l'esprit de l'initiative 3N qui cherche à substituer l'aide à la production à l'aide humanitaire d'urgence. C'est le sens du combat du gouvernement pour accroître la productivité du travail dans l'administration. Le travail, ne l'oublions jamais, est un acte d'adoration et de combat dans la voie de Dieu. Puisons donc dans nos valeurs islamiques les ressources morales de notre développement, comme d'autres l'ont fait, pour citer un exemple, à partir du protestantisme. Il est interdit de rester oisif et de se contenter de dire « Mon Dieu, donne-moi ». Le ciel ne nous viendra en aide que dans la mesure où nous nous aidons nous-mêmes. Le prophète David n'était-il pas forgeron? Le prophète Noé, menuisier, et le prophète Zacharie, charpentier. Ils ne se sont pas contentés de prier et de dire « Dieu, donne-moi ». Ils ont à la fois prié et travaillé. C'est dire que nous avons le devoir d'utiliser la raison et l'action pour réaliser nos objectifs de développement. La mystique du travail, tel doit être notre credo. C'est, dit-on, par le travail de ses mains et de son cerveau que l'homme accomplit son destin. C'est par le travail que l'homme se réalise. Mes chers concitoyens, dans mon discours d'investiture prononcé le 7 avril 2011, je disais, en parlant de l'aide que j'attends de vous, je cite, « Le changement de comportement est la principale aide que j'attends de tous. Changement de comportement dans la gestion du temps, qui est la ressource la plus gaspillée dans notre pays. Changement de comportement par rapport au travail. Changement de comportement dans le rapport avec les biens publics. Nous devons lutter contre les forces de l'habitude et faire l'effort de nous changer nous-mêmes. Dieu a dit, je cite, « Je ne change pas un peuple tant qu'il ne se change pas lui-même. » Fin de citation. Nous devons donc changer nos comportements si nous voulons changer nos conditions de vie. Je viens de dire que nous n'avons pas suffisamment progressé dans notre comportement par rapport au travail. Qu'en est-il par rapport au temps et par rapport aux biens publics? Je disais dans mon discours d'investiture que le temps est la ressource que nous gaspillons le plus. Ayant toujours du mal à entrer dans une culture de production, l'Afrique n'attache aucune valeur au temps. Des comportements irrationnels, laxistes, sont justifiés par une référence à ce qu'il est convenu d'appeler l'heure africaine. Cette citation exprime avec d'autres mots ce que j'ai voulu dire. Le programme de Renaissance comporte des objectifs clairs pour le développement économique et social de notre pays. Or, le temps du développement n'est ni celui de la nonchalance, ni celui de l'immobilisme, ni celui de l'insouciance.
Le temps du développement, c'est celui de la ponctualité au travail, c'est celui de l'utilisation optimale du temps, c'est celui de zéro instance. Nous sommes loin encore de cette conception du temps. Dans les ministères, les dossiers s'entassent parce que traités avec lenteur et insouciance. Les taux de consommation de crédit sont faibles, alors qu'il nous faut davantage d'écoles, de points d'eau, de centres de santé, de routes, de logements sociaux, d'électricité et de produits agropastoraux. Notre classement s'est dégradé dans le domaine du climat des affaires parce que nous n'avons pas fait certaines réformes à temps. Nous devons donc changer notre rapport au temps. Il nous faudra engager, ici encore, une rude bataille culturelle qui, je le sais, sera une bataille de longue haleine. Je sais que le gouvernement s'attelle à remettre les agents de l'État au travail. Je sais qu'il s'est fixé pour objectif de mettre fin à l'absentéisme. Je sais qu'il s'est fixé pour objectif la ponctualité et au moins 8 heures de temps effectif de travail par jour. Mais les résultats sont encore faibles. Il doit donc faire davantage pour augmenter la productivité au sein des administrations, pour accélérer notamment la consommation des crédits et changer le climat des affaires. Le gouvernement doit, de manière générale, concevoir un programme de sensibilisation et d'éducation de masse pour inculquer aux citoyens l'utilisation optimale du temps, pour leur inculquer une culture de développement, une culture de production et donc de progrès. Mes chers concitoyens, notre rapport au travail et notre rapport au temps ne sont pas les seuls sujets de préoccupation dans notre quête de progrès économique et social. Les comportements par rapport aux biens publics, aux questions de transition démographique et à l'école constituent d'autres contraintes. Depuis bientôt 4 ans, le gouvernement s'efforce d'améliorer la gouvernance politique et économique du pays, en particulier grâce aux actions de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Notre pays est passé entre 2011 et 2014 du 134e au 103e rang dans le classement mondial de l'indice de perception de la corruption publié chaque année par l'ONG Transparency International. Nous pouvons donc nous féliciter des progrès relatifs réalisés, mais nous ne devons pas nous en contenter. En effet, nous n'avons toujours pas atteint nos objectifs de rétablissement total du monopole fiscal de l'État et d'une efficacité optimale de la dépense publique. Le gouvernement doit redoubler d'efforts et ici encore, l'obstacle majeur, c'est la force de l'habitude, c'est le rapport au bien public. Le gouvernement doit s'attaquer à la conception que notre société a des biens publics, conception selon laquelle ces biens appartenant à tout le monde n'appartiennent à personne. La même conception considère qu'il faut se servir au lieu de servir. De cette conception, il découle de graves conséquences. Absence du respect des biens publics, se traduisant par l'absence de leur entretien, détournement des biens publics,